Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mardi 5 avril, un témoignage poignant, celui d'un couple d'Aubois franco-japonais. Le maire de Bussé-en-Othe et son épouse vivent depuis près d'un mois à l'heure du Japon. Ils ont perdu des proches dans la région où s'est produit le tsunami, car ils ont vécu sur place. Depuis, ils se mobilisent. Reportage à suivre. 150 ans après l'unité italienne fêtée cette année, les Italiens de l'Aube sont à l'honneur à Chaours. Une exposition leur est dédiée depuis samedi. Exemple d'une intégration réussie, malgré certaines difficultés. Le consul d'Italie était présent lui-même sur place pour le vernissage. Et puis du sport dans ce journal, du karting précisément, avec le portrait d'un jeune Troyen plein d'espoir. Il s'entraîne actuellement pour les championnats d'Europe et sa jeunesse n'a d'égal que son talent. Un début de carrière prometteur. C'était il y a moins d'un mois, le 11 mars, à 6h46 heure française, 14h46 au Japon. Depuis cette date du séisme et du tsunami le plus important depuis 140 ans dans l'archipel, Valérie Prunier, le maire de Bussé-en-Othe et son épouse japonaise vivent au rythme de l'actualité car ils sont concernés par ce drame à plus d'un titre. Ils ont vécu à Sendai où ils ont encore beaucoup d'amis, dans la région de la centrale de Fukushima où lui a travaillé. Ils livrent ce soir pour la première fois publiquement leurs témoignages et leur angoisse. Annabelle Millet et Jonathan Boisset. Sur le site internet de ce journal japonais, la liste des victimes du séisme et du tsunami à Sendai. C'est dans cette ville aujourd'hui en partie détruite que Valérie et Jenko se sont rencontrés. La famille de Jenko habite à 150 km de là, sur la côte ouest du Japon. J'ai appelé ma copine de 3, une japonaise qui dit que c'est le pire que le Kobe. Donc Kobe c'était le pire jusqu'à maintenant, dans ma connaissance. Donc j'ai dit ah bon, et puis elle a dit qu'il y a le tsunami de 10 mètres, donc ça je n'ai jamais entendu parler. Et puis elle a parlé, il y avait l'aéroport de Sendai qui est complètement submergé sous l'eau. Donc j'ai dit, oula, donc j'ai dit, ça doit être vraiment une catastrophe. Normalement je ne regarde jamais les infos et puis avec ce qui s'est passé au début du tremblement de terre, j'ai regardé 2-3 images et c'était trop, ça m'a fait vraiment le choc. Parce que j'ai dit que mince, on ne peut plus, partir. Ma famille, mes amis là-bas sont très solides et très bien dans leur tête. Donc c'est grâce à eux que je suis solide aussi. C'est également à Sendai qu'elle a épousé son mari qui travaille dans l'industrie du nucléaire. La centrale de Fukushima, j'y ai travaillé aussi un petit peu, j'ai eu plusieurs réunions là-bas. Et la ville de Sendai, on y a vécu longtemps, on y connaît beaucoup de monde, donc on a des amis qui sont touchés. Donc c'est évidemment très 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 pénible. Ma femme a appelé la famille parce que j'ai notre beau-frère qui vient d'avoir un bébé d'ailleurs qui habite à Sendai, et, entre autres. Et puis des tas d'amis, des connaissances professionnelles également. Des gens de Tokyo qui nous écrivent pour nous demander, sachant que je suis un peu dans la partie, pour nous demander notre analyse. Donc c'est vrai que quand on peut rassurer des gens qui n'ont d'autres dans leurs médias nationaux que du catastrophisme et des images de cataclysme, parce que c'est vrai que c'est pas joli quand on regarde les images, c'est aussi pour ça que je ne les regarde pas directement, ça fait du bien d'être assuré par des gens rigoureux et responsables. Pour aider, Jenko et plusieurs de ses collègues japonais ont organisé une collecte de fonds. Plus de 2000 € seront reversés à la Croix-Rouge japonaise. Avant la catastrophe, Valérie et Jenko avaient prévu de retourner voir la famille. C'était prévu d'aller au Japon cet été, je veux bien aller, oui. Et puis si je n'ai pas petit, je veux bien aller maintenant. Et puis peut-être que je ne peux pas faire grand-chose, mais je veux bien aider les gens là-bas. Les inquiétudes sont levées pour les usagers de la ligne Paris 3. Hier, les élus aubois concernés en ont obtenu l'assurance auprès de la ministre des Transports. Nathalie Kosciusko-Morizet les a reçus dans son ministère à Paris en présence du président du conseil régional qui en avait fait la demande. Car le mois dernier, la SNCF projetait de supprimer un train sur 2 au-delà de 3 compte tenu de la faible fréquentation de ces dessertes. Finalement, elles seront toutes maintenues avec un espoir d'amélioration du matériel. Gérard Menuel, le premier adjoint à 3, s'en explique au micro de Cyril Tavernet. La ministre s'est engagée en disant « J'interviens auprès de la SNCF pour que l'offre actuelle concernant votre territoire soit maintenue ». Néanmoins, on voit comment les usagers répondent à cette offre et on se revoit dans 18 mois à 2 ans pour faire le point, ce qu'on appelle une clause de revoyure. Et en attendant, on met en place un comité de suivi
avec les élus concernés, c'est-à-dire les représentants des territoires concernés, pour bien observer l'évolution du contexte avec cette offre nouvelle qui va notamment de la partie est de la France vers Lyon. Donc voilà où en est la situation. Pour nous, c'est un rendez-vous positif. Puisque le ministre nous a entendus, que le ministre a donné un calendrier et que le ministre donc va agir en ce sens auprès de la SNCF. Alors que la question de l'intégration et de l'immigration font débat en France, voilà un bel exemple de réussite. À présent, celle des Italiens dans l'Aube. Elle est mise en valeur depuis samedi grâce à une exposition à Chaours, en présence du consul général d'Italie de Metz, qui était là samedi pour l'inauguration proposée par l'Association des Italiens de l'Aube. Elle retrace des parcours individuels au sein d'un mouvement historique à l'occasion du 150e anniversaire de l'unité italienne. Reportage à Chaours, Annabelle Millet et Damien Ardois. Les premiers Italiens à s'être installés dans l'Aube l'ont fait dans les années 1920. Il s'agissait de bûcherons venus travailler dans la forêt de Chaours. Malgré les conditions difficiles, ces transalpins ont réussi à se fondre dans le paysage sud-champenois. Toute leur vie, ils ont vécu dans le bois, sans lumière, sans eau, mais ils étaient aussi en même temps heureux. Ils se sont intégrés complètement dans la vie française. En effet, les premiers enfants qui sont nés, ils ont pris la nationalité française. Beaucoup des enfants de cette terre des Chaours, aujourd'hui on les trouve dans tous les secteurs économiques, sociaux et politiques. L'exposition présente de manière chronologique des témoignages, des photos, des vidéos et des objets. Les Italiens de l'Aube retrouvent ici une partie de leur passé. Je suis née en France de parents italiens. Je suis née dans une baraque en planche et j'ai fait ma scolarité en France. Et puis voilà, puis je me suis mariée avec un Italien et je suis contente de mes origines. Des origines qui sont aujourd'hui bien acceptées, mais comme partout en France, l'étiquette italienne a été dure à porter dans l'Aube. C'est vrai que quand on était à l'école, on avait des heures avec d'autres camarades de classe où on se faisait traiter un peu de noms pas très gentils. Après, quand on passe à l'âge adulte, tout ça, ça s'en va. Moi, je suis fière qu'on puisse me dire aujourd'hui... c'est vrai que tu es typée, je suis fière d'être fille d'immigrés italiens. 150 ans après l'unité italienne, l'exposition est un travail de mémoire. C'est aussi une façon de rappeler que l'aubois d'origine italienne est aujourd'hui surtout un aubois comme les autres. En 2011, non seulement on ne peut plus parler des migrants, on ne peut pas parler non plus d'intégration. C'est un processus qui est terminé. Maintenant que ces personnes qui nous entourent, il y a un passeport où c'est écrit République italienne et République française, d'un point de vue social, ça ne change rien. Ils sont ni plus ni moins partie des lieux, comme le plus français des Français qui est ici depuis le temps de Charlemagne. Si le processus d'intégration est terminé, la promotion culturelle des Italiens de l'Aube continue. C'est dans ce sens qu'un jumelage entre Chaours et une ville italienne est d'ores et déjà en projet. L'exposition prend fin le 17 avril à la maison de Pays de Chaours. Elle tournera ensuite sur l'ensemble du département. C'est justement pour dynamiser les territoires ruraux que le 19e prix régional Gobi la Gauche existe. Et cet après-midi à Troyes, le président du Conseil économique et social régional, le CESR, a lancé officiellement l'édition 2011. Ce prix d'une valeur de 46 000 € au total contre 42 000 l'an dernier sera remis cet automne pour récompenser des actions comme celle de la Ronde des Feux de Chaours ou encore le Moulin de Doche ou les Jardins de Cocagne de la Barbuise l'an dernier. Elle contribue au maintien ou à l'amélioration des conditions de vie en milieu rural. Patrick Dassin en précise les nouveautés à Jonathan Boisset. Le prix 2011 va être plus conséquent en valeur, puisque en 2011 il représentera 46 000 € qui vont être distribués à quelques lauréats qui seront primés parmi les plusieurs dizaines de candidatures que nous allons avoir. Nous engageons une série d'initiatives de communication de telle façon à ce que des acteurs aujourd'hui qui s'ignorent dans le secteur rural lancent des actions de telle façon, y compris à pouvoir être récompensés dans les années qui viennent. Dans l'Aube, nous avons depuis le début du prix distribué près de 150 000 € à des petites structures, le Moulin de Doche étant probablement l'une des plus grosses qui a bénéficié du prix Gobi la Gauche et de prix spéciaux, puisque le prix Gobi la Gauche est accompagné de prix spéciaux.
Et en effet, depuis sa création en 1993, ce prix Gobi-Lagauche a récompensé 74 structures en Champagne-Ardenne, dont 19 dans l'Aube. Renseignements et inscriptions pour concourir sur le site internet du CESR. Des récompenses, il en a reçu beaucoup et il va sans doute en recevoir beaucoup d'autres. À 13 ans et demi, Ulysse Delso est peut-être le futur Michael Schumacher, son idole. En attendant, il est devenu un pilote chevronné en karting. Ce jeune Troyen ne fréquente pourtant pas les sports mécaniques depuis très longtemps. Il s'y a mis en 2006, mais le jeune garçon est assidu, vous allez le voir, à tel point qu'il s'apprête à concourir pour les championnats d'Europe prochainement. David Mutel l'a rencontré sur le circuit de Saint-Lyer. Regardez. Autant vous le dire, tout de suite, Ulysse Delso parle peu, très peu. À dire vrai, il préfère faire parler son pot d'échappement car au volant de son kart, le jeune pilote au bois vole littéralement sur la piste. Épousant parfaitement les trajectoires des circuits de France et de Navarre, Ulysse a fini dernièrement par convaincre son coach de le faire passer dans une catégorie supérieure. Cette saison, on va passer à un cap supérieur, puisque à l'heure actuelle, on roulait dans un des plus grands clubs de France, qui est l'Île-de-France, où il y avait à peu près de 400 pilotes. Donc j'ai décidé cette année de changer de catégorie pour Ulysse, qui est une catégorie qui permet d'évoluer de 13 à 15 ans déjà, dans un premier temps. Donc on a changé notre planning de course pour cette année 2011, où nous allons faire les 8 courses du championnat Alsace-Lorraine. Au volant de son bolide depuis bientôt 5 ans, Ulysse a donc découvert le kart sur le tard, mais surtout un peu par hasard. On a découvert le kart à un moment donné où on faisait un peu de loisir. C'était à Reims. Et Ulysse est monté dans un kart, il s'est trouvé très à l'aise. Et c'est moi qui lui ai dit, écoute, t'es pas loin de faire les choses bien. Écoute, si tu bats le record de la piste, eh bien, je t'offre un kart. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il a battu le record de la piste, bien entendu dans sa catégorie. Il avait 8-9 ans à l'époque. Au fil des compétitions, le jeune pilote s'est ensuite pris au jeu, même si les débuts ont été plutôt difficiles. J'ai commencé à débuter en mini-kart et un souci, ça se passait pas bien. Et dans les autres circuits, ça allait bien. Et après, j'ai fait minime. La première course, ça s'est pas bien passé. Et les autres, ça s'est bien passé. Senna, Schumacher, Prost ou même Vettel ont tous commencé par le kart. Alors il est logique que cela donne des idées à Ulysse. Je veux être pilote de Formule 1. Ulysse débutera dans quelques jours un périple l'amenant à disputer les manches régionales de Ligue Alsace-Lorraine ainsi que la Coupe de France, mais surtout aussi le championnat d'Europe. Bref, une vraie odyssée. Et voilà, un champion à suivre, une graine de champion. C'est la fin de ce journal dans quelques secondes sur Canal 32. La météo printanière pour demain avec Sandra Durupt. Passez une excellente soirée. À demain.